Sherlock Holmes et l'énigme derrière la boîte à musique. Un mystère original dans le style de Sir Arthur Conan Doyle. Chapitre 1. Le visiteur particulier. L'automne 1895 s'était installé sur Londres, avec la mélancolie persistante d'un deuil, et le brouillard qui enveloppait notre logement du 221B Baker Street semblait refléter la morosité qui s'était abattue sur mon cher ami. Sherlock Holmes était resté sans affaires significatives pendant près de 15 jours, et j'avais observé avec une inquiétude croissante les signes révélateurs de cette énergie débordante qui, lorsqu'elle n'était pas maîtrisée, le conduisait invariablement vers la bouteille de cocaïne qui reposait dans le tiroir de notre salon. Ce matin-là, le 15 octobre, si ma mémoire est bonne, je trouvai Holmes perché dans son fauteuil habituel, son profil net se découpant sur la faible lumière filtrant par nos fenêtres. Il tenait dans ses mains ce qui semblait être le Times de la veille, même si je soupçonnais qu'il n'en avait pas lu un seul mot, car ses yeux gris possédaient cette expression distante que j'avais fini par associer à une profonde contemplation. « Holmes !» ai-je osé en posant mon journal médical. « Peut-être qu'une marche rapide pourrait... » « Dites-moi, Watson, » l'interrompit-il sans quitter le journal des yeux, « que pensez-vous du comportement récent de Madame Hudson ?» J'avoue que la question m'a quelque peu pris au dépourvu. Madame Hudson, je n'ai rien remarqué de particulièrement inhabituel. Elle nous a apporté notre petit déjeuner à l'heure ce matin, et s'est enquise de votre santé, comme à son habitude. Exactement. Holmes plia le papier avec la précision qui le caractérisait, et me fixa de son regard pénétrant. Et c'est là toute ma curiosité. Depuis 3 jours, notre estimable logeuse frappe à notre porte exactement 17 minutes plus tard que d'habitude. De plus, elle se met à fredonner, une mélodie étrange que je n'arrive pas à identifier, en montant l'escalier. Hier, je l'ai observée examiner ses mains avec une attention inhabituelle, comme à la recherche d'une tache ou d'un défaut qui n'y était pas auparavant. Mon Dieu, Holmes, vous ne soupçonnez sûrement pas Madame Hudson de... Je ne soupçonne rien, mon cher. Je me contente d'observer. L'art de la détection ne commence pas par la suspicion, mais par la culture de la conscience. Les changements dans les habitudes de Madame Hudson suggèrent soit un changement dans sa situation familiale, soit... Il marqua une pause, inclinant la tête comme s'il écoutait un bruit lointain, ou la présence d'une nouvelle influence dans sa vie. Avant que je puisse répondre, le bruit familier des pas dans l'escalier parvint à nos oreilles, suivi du léger coup frappé à notre porte par Madame Hudson. « Venez !» cria Holmes, et notre logeuse entra avec son attitude gracieuse habituelle, bien que je remarquai, maintenant, ayant été alerté de telles choses, une certaine contrainte dans ses manières. « Messieurs, » commença-t-elle d'une voix chargée d'excuses, « je suis vraiment désolé de vous déranger, mais il y a une dame en bas qui insiste pour voir M. Holmes de toute urgence. Elle semble être dans un état de détresse extrême, et j'avoue que je n'ai pas le courage de la renvoyer. » Holmes s'était déjà levé de sa chaise, cette lueur familière d'intérêt illuminant ses yeux. « Je vous en prie, Madame Hudson, faites-lui entrer. Et peut-être pourriez-vous préparer du thé pour 3 ? Je soupçonne que notre visiteur a besoin d'un peu de réconfort. » Alors que Madame Hudson partait, Holmes se tourna vers moi avec une expression d'excitation à peine contenue. « La chance nous sourit, Watson. Je crois que notre période d'oisiveté forcée touche à sa fin. » Quelques instants plus tard, Madame Hudson était revenue, introduisant devant elle une femme d'une 30aine d'années, dont l'apparence témoignait à la fois de son raffinement et de ses récentes épreuves. Elle était grande et élégante, vêtue à la dernière mode, mais ses gants tremblaient sous ses mains, et ses yeux, d'un violet remarquable, parcouraient notre salon avec l'énergie nerveuse d'un oiseau en cage. « Mademoiselle Evangeline Ashford » annonça Madame Hudson, et elle se retira. « Je vous en prie, Mademoiselle Ashford » dit Holmes en désignant la chaise en face de la sienne. « Asseyez-vous. Voici mon collègue, le docteur Watson, qui m'assiste dans mon travail. Vous êtes en sécurité ici, je vous l'assure. » Notre visiteuse s'installa dans son fauteuil, faisant visiblement un effort pour reprendre son sang-froid. « Monsieur Holmes, docteur Watson, je ne sais pas par où commencer.
Ce que je vais vous dire va ressembler au délire d'une folle, mais je vous jure que chaque mot est la vérité. J'ai constaté, dit Holmes doucement, que la vérité a souvent peu de rapport avec la probabilité. Dites-nous, je vous prie, ce qui vous a amené à Baker Street dans un tel désarroi. Madame Ashford prit une inspiration tremblante. Mon frère est mort, monsieur Holmes. Assassiné, bien que la police refuse d'y croire. Ils disent que c'était un accident tragique, mais je sais, savoir, que quelqu'un a tué le pauvre Marcus. Je suis profondément désolé pour votre perte, ai-je interrompu, remarquant le chagrin qui se lisait sur son visage. Quand cette tragédie s'est-elle produite? Il y a 3 jours, répondit-elle d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Marcus a été retrouvé dans son bureau, chez lui, à Belgrave Square. La porte était verrouillée de l'intérieur, les fenêtres étaient verrouillées, et il n'y avait aucune trace de lutte. Il était assis à son bureau, affalé en avant, la tête posée sur une étrange boîte à musique arrivée par la poste le matin même. Holmes se pencha, en avant, les doigts croisés sous son menton. « Une boîte à musique, dites-vous? Pouvez-vous la décrire » C'était un objet exquis, fait de bois de rose et d'ivoire, avec de fines incrustations d'argent. Une fois ouvert, il jouait une mélodie envoûtante que je n'avais jamais entendue auparavant, et à l'intérieur se trouvait une minuscule figurine de danseuse. Mais le plus étrange, monsieur Holmes, c'est que lorsque la police a examiné Marcus, elle n'a trouvé aucune marque sur lui, aucune blessure, aucun signe de poison. Le coroner a déclaré qu'il était tout simplement mort, comme si son cœur avait cessé de battre. Et vous croyez que cette boîte à musique est liée à sa mort? J'en suis certaine, s'exclama mademoiselle Ashford en se levant de sa chaise, inquiète. Marcus était en parfaite santé, monsieur Holmes. Il n'avait que 28 ans. Il était actif et vigoureux. Il n'avait aucun antécédent cardiaque, aucune faiblesse de constitution. Et l'expression de son visage, elle frissonna. Ce n'était pas paisible, comme on pourrait s'y attendre de cause naturelle. Il y avait de la terreur, monsieur Holmes, une terreur pure, absolue. Holmes resta silencieux un long moment, son regard perçant scrutant le visage de notre visiteur avec cette intensité particulière que j'avais déjà observée maintes fois. Finalement, il parle. « Mademoiselle Ashford, je vais être franc avec vous. Les circonstances que vous décrivez sont en effet très inhabituelles, et je l'avoue, elles m'intriguent considérablement. Cependant, je dois vous demander, avez-vous des ennemis? Quelqu'un qui pourrait vous vouloir du mal, à vous ou à votre famille? » C'est précisément ce que demandait l'inspecteur Bradshaw, répondit-elle en reprenant sa place. Marcus était un collectionneur, monsieur Holmes, d'antiquités, de livres rares, d'instruments de musique. Il traitait avec des marchands et des collectionneurs dans toute l'Europe. Il se serait peut-être fait des ennemis dans le cadre de ses activités, mais je ne vois pas qui pourrait avoir recours au meurtre pour de telles raisons. Et cette boîte à musique, où est-elle maintenant? La police l'a comme preuve, mais elle n'y attache aucune importance. L'inspecteur Bradshaw a eu la gentillesse de me permettre de l'examiner brièvement. Je n'ai pu discerner aucune marque de fabricant, rien n'indiquant son origine. Mais monsieur Holmes, elle se pencha en avant, sa voix se réduisant à un murmure pressant. Lorsque j'ai remonté le mécanisme et écouté la mélodie, j'ai ressenti une sensation extraordinaire, comme si la musique pénétrait jusqu'au plus profond de mon âme et faisait surgir une peur primitive que je ne pouvais nommer. Holmes échangea un regard significatif avec moi, très éclairant. « Dites-moi, mademoiselle Ashford, connaissez-vous la correspondance récente de votre frère? Avait-il mentionné avoir reçu des offres ou des demandes inhabituelles concernant sa collection? » Maintenant que vous le dites, oui. Environ une semaine avant sa mort, Marcus semblait préoccupé par quelque chose. Il a reçu plusieurs lettres qu'il ne m'a pas transmises, ce qui était inhabituel, car nous étions très proches. Lorsque je lui ai posé la question, il m'a simplement dit avoir été contacté par un collectionneur du continent au sujet d'une pièce qu'il cherchait à acquérir depuis longtemps. A-t-il mentionné le nom de ce collectionneur? Non, mais je me souviens qu'il avait dit que le monsieur prétendait posséder quelque chose qui compléterait la collection d'instruments de musique baroque de Marcus.
Marcus était particulièrement passionné par les boîtes à musique et les automates du XVIIe siècle. Holmes se leva brusquement et se mit à arpenter la cheminée, les mains jointes dans le dos. « Mademoiselle Ashford, je voudrais avoir accès au bureau de votre frère et à sa correspondance. Est-ce possible ?»« Certainement, monsieur Holmes. J'ai les clés de sa maison et en tant que seul parent survivant, j'ai autorité sur ses affaires. Mais croyez-vous vraiment pouvoir découvrir la vérité sur ce qui est arrivé au pauvre Marcus ?» Holmes se tourna vers elle, et je lus dans son expression cette lueur familière du chasseur qui a flairé sa proie. « Mademoiselle Ashford, je ne fais aucune promesse, si ce n'est celle-ci. Si votre frère a bel et bien été assassiné, je n'aurai de cesse que son assassin ne soit traduit en justice. Watson, je crois que nous aurons besoin de nos manteaux. Le gibier, comme on dit, est en marche. » Chapitre 2. L'étude verrouillée. Le trajet jusqu'à Belgrave Square s'effectua dans le confort relatif d'un véhicule à 4 roues, même si le froid d'octobre semblait pénétrer jusqu'à la calèche fermée, et que la nervosité de mademoiselle Ashford était palpable dans l'espace confiné. Holmes garda son silence habituel pendant le trajet, son profil aigu tourné vers la fenêtre, observant les rues animées de Londres avec cette intensité particulière qui marquait le début d'une nouvelle enquête. Alors que notre véhicule s'arrêtait devant une imposante maison géorgienne d'une prospérité évidente, je ne pus m'empêcher de réfléchir aux circonstances curieuses qui nous avaient conduits ici. Au cours de toutes mes années de collaboration avec Holmes, j'avais rarement rencontré de cas commençant par une telle impossibilité apparente. Un homme retrouvé mort dans une pièce fermée à clé, sans cause apparente de décès hormis la présence d'une mystérieuse boîte à musique. Cela tenait davantage du romantisme gothique que de l'enquête criminelle. La maison a été scellée par la police, expliqua mademoiselle Ashford en descendant de voiture. Mais l'inspecteur Bradshaw m'a autorisé à entrer, à condition que je sois accompagné d'une personne responsable. Elle jeta un regard significatif à Holmes. « Je crois que vous remplissez les conditions requises, monsieur Holmes. » L'agent posté à la porte reconnut mademoiselle Ashford et, après avoir examiné le document qu'elle présentait, s'écarta pour nous laisser entrer. L'intérieur de la maison reflétait un goût raffiné et une richesse considérable. Des tapis persans ornaient les sols cirés, et les murs étaient tapissés de vitrines présentant une impressionnante collection d'antiquités et de curiosités. « Marcus a hérité de notre père l'amour des beaux objets, » expliqua mademoiselle Ashford, remarquant mon examen de la collection. Mais là où son père se contentait d'admirer, Marcus était obsédé par la possession. Il voyageait aux 4 coins de l'Europe à la recherche d'une pièce particulière qui avait captivé son imagination. « Une passion dangereuse », observa Holmes en s'arrêtant devant un meuble contenant plusieurs boîtes à musique ornées et des figurines mécaniques. Les collectionneurs se retrouvent souvent en concurrence avec des individus à l'éthique douteuse. Le désir de posséder quelque chose d'unique peut pousser des hommes par ailleurs rationnels à des extrémités extraordinaires. Nous montâmes au 2e étage, où mademoiselle Ashford nous conduisit à une porte marquée du sceau officiel de Scotland Yard. Elle sortit une clé de son réticule et brisa le sceau d'une main légèrement tremblante. « C'était le sanctuaire privé de Marcus, » dit-elle tandis que la porte s'ouvrait. Il y passait la plupart de ses soirées, à cataloguer ses acquisitions et à correspondre avec d'autres collectionneurs. Le bureau était une merveille de chaos organisé. Chaque surface disponible était couverte de livres, de papiers et d'objets curieux. Des vitrines bordaient 3 murs, exposant une extraordinaire collection d'automates, de boîtes à musique et d'appareils mécaniques. L'air conservait encore le léger parfum du tabac que Marcus Ashford affectionnait, et je me suis senti ému par la poignante sensation d'une vie interrompue à son apogée. Holmes, cependant, était déjà au travail. Son regard perçant balayait la pièce avec une précision méthodique, notant des détails qui m'auraient complètement échappé. Il se dirigea vers le bureau où, selon le récit de mademoiselle Ashford, son frère avait été retrouvé, et l'examina avec la minutie d'un chirurgien. « La boîte à musique était placée ici, » dit-il en indiquant un espace libre au centre du bureau relié en cuir. « La tête de votre frère reposait dessus lorsqu'il a été découvert ?»« Oui, » confirma mademoiselle Ashford, la voix nouée par l'émotion.
Le spectacle était des plus bouleversants. Holmes s'agenouilla derrière la chaise et l'examina attentivement, passant ses longs doigts sur sa surface rembourrée. Il se dirigea ensuite vers les fenêtres, vérifia leur fermeture et examina les rebords à la loupe. La pièce était bel et bien sécurisée de l'intérieur, murmura-t-il, plus pour lui-même que pour nous. La clé était dans la serrure, les fenêtres sont bien fermées, et il n'y a pas d'autre moyen de sortir. Il se redressa et fixa mademoiselle Ashford d'un regard interrogateur. « Dites-moi, quand avez-vous vu votre frère vivant pour la dernière fois ?»« 2 soirs avant sa mort. J'avais dîné avec lui ici, et il semblait troublé. Pas malade, vous comprenez, mais préoccupé. Il m'a dit qu'il s'attendait à recevoir quelque chose de très spécial le lendemain, quelque chose qui, selon ses propres termes, couronnerait ma collection. Et c'était en référence à la boîte à musique ? Je suppose que oui, même s'il n'a pas donné plus de détails. Marcus pouvait rester très discret sur ses acquisitions jusqu'à ce qu'il soit prêt à les révéler. Il disait que cela faisait partie du plaisir, de l'effet de surprise. Holmes s'était approché de la cheminée et examinait la grille avec la minutie qui le caractérisait. « Le feu n'a pas été allumé depuis plusieurs jours, » observa-t-il. « Watson, auriez-vous l'amabilité d'examiner les papiers sur le secrétaire ? Recherchez en particulier toute correspondance datant de moins de 2 semaines. » Je me suis dirigé vers le petit bureau dans un coin de la pièce et j'ai commencé à trier les papiers accumulés. La plupart étaient liés des factures, des reçus et des catalogues de diverses maisons de vente aux enchères. Mais parmi eux, j'ai découvert plusieurs lettres écrites d'une main étrangère. « Holmes » ai-je appelé. « Je crois avoir trouvé quelque chose d'intéressant. » Il me rejoignit au secrétaire et nous examinâmes ensemble la correspondance. Il y avait 4 lettres au total, toutes écrites de la même main distinctive et portant des cachets de Vienne. Le papier était d'excellente qualité, couleur crème et filigrané, et l'écriture reflétait l'éducation et le raffinement. « La correspondance est en allemand, » observa Holmes, « mais heureusement, ma connaissance de cette langue est suffisante. » Il prit la première lettre et commença à traduire. « Mon cher monsieur Ashford, je vous écris au sujet d'une pièce exceptionnelle récemment entrée en ma possession. Il s'agit d'une boîte à musique d'une facture extraordinaire, créée par le maître artisan Johann Baptist Martinitz en 1687. Je pense qu'elle compléterait parfaitement votre prestigieuse collection. »« Johann Baptist Martinitz » répéta mademoiselle Ashford. « Marcus m'a parlé de ce nom un jour. Il a dit que Martinitz était l'un des plus grands créateurs d'automates du XVIIe siècle, mais que très peu de ses œuvres ont survécu. » Holmes poursuivit sa lecture. La pièce en question a une histoire fascinante. Elle fut commandée par le comte Vladislav de Bohême pour son épouse bien-aimée, décédée dans des circonstances mystérieuses peu après son achèvement. Une légende locale raconte que la boîte à musique était maudite, bien que je n'accorde guère de crédit à ces superstitions. Cependant, j'ai pensé que sa provenance pourrait vous intriguer. « Une maudite boîte à musique » murmurai-je. « Quelle commodité pour notre mystérieux correspondant !»« En effet, » répondit Holmes sèchement. « La 2e lettre décrit la pièce plus en détail et mentionne un prix, assez conséquent, je le note. La 3e exprime sa surprise devant l'empressement de M. Ashford à acheter l'objet sans l'avoir vu. Et la 4e, Holmes marqua une pause, les yeux plissés en lisant. La 4e est des plus éclairantes. Je suis ravi que vous ayez accepté mes conditions. La boîte à musique sera expédiée par courrier spécial demain et devrait vous parvenir sous 3 jours. J'espère que vous la trouverez conforme à mes promesses. Cependant, je dois vous avertir. Certaines précautions sont à prendre lors de la manipulation de la pièce. Vous ne devez en aucun cas tenter de remonter le mécanisme sur plus de 3 tours complets, et vous ne devez jamais écouter la mélodie en entier. Ces restrictions peuvent paraître étranges, mais je vous assure qu'elles sont basées sur les expériences malheureuses de précédents propriétaires. Mademoiselle Ashford était devenue pâle pendant cette récitation. « Mon Dieu !» murmura-t-elle. « Marcus a reçu cet avertissement, et pourtant... » « Et pourtant, il l'a ignoré. » conclut Holmes d'un ton sombre. « La question est maintenant, votre frère a-t-il été victime d'une simple superstition devenue folle,
Ou y a-t-il quelque chose de plus sinistre à l'œuvre? Il plia soigneusement les lettres et les glissa dans la poche de son manteau. Mademoiselle Ashford, je vais devoir examiner cette boîte à musique personnellement. Pourriez-vous m'organiser un rendez-vous avec l'inspecteur Bradshaw? Certainement, monsieur Holmes. Mais croyez-vous vraiment qu'une boîte à musique puisse tuer un homme? Holmes resta silencieux un long moment, son regard parcourant à nouveau la pièce où Marcus Ashford avait connu une fin mystérieuse. Lorsqu'il parla enfin, sa voix était emplie d'une sombre certitude. Mademoiselle Ashford, j'ai appris à ne jamais écarter aucune possibilité, aussi fantastique soit-elle. Si votre frère a bel et bien été assassiné, alors quelqu'un a déployé des efforts extraordinaires pour créer le crime parfait. Une mort apparemment naturelle, dans une pièce scellée de l'intérieur, sans arme apparente, si ce n'est un magnifique jouet jouant une mélodie envoûtante. Il se dirigea vers la porte d'un pas rapide et déterminé. « Venez, Watson, nous avons beaucoup de travail devant nous, et je crains que le temps ne soit plus important que nous ne le pensons encore. Car si mes soupçons sont fondés, votre frère n'a peut-être pas été la seule victime de ce tueur, ni la dernière. » Chapitre 3. Le dilemme de l'inspecteur Bradshaw Scotland Yard grouillait de son cortège habituel d'officiers, d'employés et de malheureux à notre arrivée plus tard dans l'après-midi. Les bruits familiers des affaires officielles, le grattement des plumes, le murmure des voix, le claquement occasionnel des portes de cellules, créaient une symphonie de justice métropolitaine qui m'était devenue aussi familière que le brouillard matinal. L'inspecteur Bradshaw nous reçut dans son bureau avec la courtoisie lasse d'un homme accablé par l'inexplicable. « Monsieur Holmes, docteur Watson, » dit-il en se levant de derrière un bureau qui semblait encombré de paperasses. « Mademoiselle Ashford m'a informé de votre possible visite. J'avoue que je suis un peu perdu concernant cette affaire Ashford. Bradshaw était un homme solide et fiable, d'une quarantaine d'années, doté d'une approche méthodique du travail policier qui lui était utile dans les affaires classiques, mais le laissait impuissant face aux situations les plus étranges. J'avais travaillé avec lui à plusieurs reprises, et je lui avais trouvé à la fois intégrité et intelligence, même s'il n'avait pas le don de Holmes pour voir au-delà des apparences. « Les circonstances sont effectivement inhabituelles, » répondit Holmes en s'installant dans le fauteuil en face du bureau de Bradshaw. « J'ai cru comprendre que vous avez conclu que la mort de M. Ashford était de cause naturelle. Que puis-je conclure d'autre ?» Bradshaw écarta les mains en signe de frustration. L'homme a été retrouvé dans une pièce fermée à clé, seul, sans aucun signe de violence ni de lutte. Le coroner a examiné le corps minutieusement. Aucune blessure, aucune trace d'empoisonnement, aucune trace d'acte criminel. Son cœur s'est tout simplement arrêté de battre. Et pourtant, observa Holmes à voix basse, sa sœur insiste sur le fait qu'il était en parfaite santé et n'avait aucun antécédent de problème cardiaque. Les sœurs voient souvent ce qu'elles veulent voir, monsieur Holmes. Cet homme était un collectionneur. Il passait son temps penché sur des objets poussiéreux, respirant on ne sait quelle substance nocive. Peut-être avait-il développé une faiblesse qui n'avait pas encore manifesté de symptômes. Ce sont des choses qui arrivent. Holmes se pencha légèrement en avant. « Inspecteur, je me demandais si vous pourriez m'autoriser à examiner la boîte à musique retrouvée avec le corps. » L'expression de Bradshaw devint circonspecte. « Voyez donc, monsieur Holmes, je connais votre réputation et je respecte vos méthodes, mais il ne s'agit pas d'un meurtre. Il n'y a aucun mystère à résoudre, aucun criminel à appréhender. Un homme est mort de cause naturelle, aussi tragique soit-elle. »« Faites-moi plaisir, » dit Holmes avec un léger sourire. « Il n'y a aucun mal à me permettre d'examiner ce qui n'est, selon vous, qu'une innocente curiosité. » Après un instant d'hésitation, Bradshaw soupira et se leva. « Très bien, mais je tiens à ce qu'il soit bien clair qu'il s'agit d'une simple courtoisie professionnelle, rien de plus. L'affaire est close pour le Yard. » Il nous conduisit dans un couloir jusqu'à la salle d'épreuves, où un commis sortit à contre-cœur une caisse en bois contenant la boîte à musique en question. Même sous la lumière crue du gaz du sous-sol, l'objet était d'une beauté à couper le souffle. Le boîtier en palissandre était incrusté de motifs complexes d'ivoire et de nacre, et des filigranes d'argent ornaient les charnières et les angles.
Il mesurait environ 20 cm² et 10 cm de profondeur, avec une petite clé de remontage dépassant de l'arrière. Un travail exquis, murmura Holmes en sortant délicatement la boîte de son emballage protecteur. Puis-je ? Bradshaw hocha la tête à contre-cœur, et Holmes ouvrit le couvercle. À l'intérieur, nichée dans un lit de velours bleu nuit, se trouvait une minuscule figurine de femme en costume du XVIIIe siècle. La figure était sculptée dans ce qui semblait être de l'ivoire, avec un soin remarquable du détail, tant au niveau du costume que des traits. Même le visage miniature exprimait une beauté envoûtante. Le mécanisme semble fonctionner parfaitement, observa Holmes en examinant le mécanisme d'horlogerie visible sous la plateforme de la figurine. Inspecteur, puis-je vous demander, à vous et au docteur Watson, de reculer de quelques pas ? Quelque chose dans le ton de Holmes nous poussa, Bradshaw et moi, à obéir sans hésiter. Mon ami inséra la clé dans le mécanisme et la fit tourner avec précision 3 fois. Je remarquai qu'il suivait scrupuleusement les instructions de la lettre mystérieuse. Puis, avec une précaution évidente, il souleva le couvercle pour l'ouvrir complètement. La mélodie qui en résulta ne ressemblait à rien de ce que j'avais entendu jusqu'alors. D'une beauté envoûtante, elle avait pourtant quelque chose d'indéfinissablement dérangeant, une qualité qui semblait contourner l'oreille et s'adresser directement à une partie primitive du cerveau. La petite figurine se mit à tourner lentement sur sa plateforme, les bras tendus comme pour supplier, et je me retrouvai étrangement fasciné par ce spectacle. Mais c'est la réaction de Holmes qui m'a véritablement alarmé. Son visage était devenu d'une pâleur mortelle, et ses mains fermes de chirurgien, se sont mises à trembler. Sa respiration est devenue superficielle et rapide, et son regard a pris un aspect vitreux et flou que je n'avais jamais vu auparavant. « Holmes !» criai-je sèchement, mais il ne répondit pas. Il resta planté là, comme hypnotisé, oscillant légèrement, le regard fixé sur la figurine qui tournait. Sans hésiter, je m'avançai et claquai le couvercle. La musique cessa instantanément et Holmes s'effondra sur une chaise proche, haletant comme s'il avait couru. « Bon Dieu !» souffla Bradshaw en fixant mon ami avec stupeur. « Mais qu'est-ce qui vient de se passer ?» Holmes mit quelques instants à retrouver son calme. Lorsqu'il parla enfin, sa voix était rauque et tremblante. « Inspecteur, je vous dois des excuses. Il ne s'agit absolument pas d'un cas de mort naturelle. » « Mais comment une telle chose est-elle possible ?» demanda Bradshaw. « Une boîte à musique ne peut pas tuer un homme. C'est pas possible ?» Holmes avait repris un peu de couleur, même si ses mains tremblaient encore légèrement. « Inspecteur, avez-vous déjà entendu parler des infrasons ?»« Infra quoi ?» Ondes sonores inférieures au seuil de l'audition humaine. Certaines fréquences peuvent produire des effets physiologiques profonds, nausées, vertiges, voire des troubles cardiaques. Mais ceci... Il désigna la boîte à musique fermée. C'est quelque chose de bien plus sophistiqué. La mélodie elle-même semble construite selon des principes mathématiques qui affectent le système nerveux humain de manière prévisible. « Vous suggérez, dis-je lentement, que quelqu'un a créé une boîte à musique spécialement conçue pour tuer ? Plus encore, Watson. Je crois que nous avons affaire à quelqu'un qui possède une connaissance approfondie de la théorie acoustique et de la physiologie humaine. L'avertissement contenu dans cette lettre n'était pas une superstition, mais un conseil pratique pour éviter le sort qui a frappé Marcus Ashford. Bradshaw regarda Holmes la boîte à musique et vice-versa. Mais qui posséderait une telle connaissance ? Et pourquoi cibler spécifiquement M. Ashford ? Excellente question, inspecteur. Même si je crains que les réponses ne soient plus dérangeantes que les questions elles-mêmes. Holmes se leva de sa chaise, ayant retrouvé son calme habituel. « Dites-moi, avez-vous eu d'autres décès inhabituels ces dernières semaines, notamment parmi les collectionneurs ou les antiquaires ?» Bradshaw fronça les sourcils, pensif. « Puisque vous le dites, il y a une quinzaine de jours, un cas étrange s'est produit. Un libraire de livres rares nommé Pemberton a été retrouvé mort dans sa boutique de Portobello Road. Aucun signe de violence, aucune cause apparente. Le coroner a conclu à une crise cardiaque.
bien que l'homme ait à peine 40 ans et semble en bonne santé. Est-ce qu'on a trouvé quelque chose d'inhabituel sur les lieux? Eh bien, il y avait une horloge d'apparence plutôt chère qui était apparemment arrivée par la poste ce matin-là. Chose étrange. Elle jouait une petite mélodie à chaque heure. L'assistant de Pemberton a dit ne jamais l'avoir vue auparavant. Holmes et moi avons échangé des regards chargés de sens. « Inspecteur, » dit Holmes d'un ton pressant, « où est cette horloge maintenant ?» Il est revenu sur le domaine de Pemberton, je suppose. Sa veuve a hérité de la boutique et de tout son contenu. Pourquoi? Vous ne pensez sûrement pas... Je pense, inspecteur Bradshaw, que nous avons affaire à un tueur bien plus intelligent et dangereux que tous ceux que nous avons rencontrés jusqu'à présent. Un tueur qui frappe à distance, ne laisse aucune empreinte digitale, ne nécessite aucune arme et disparaît comme la fumée une fois le coup commis. Holmes se dirigea vers la porte avec une détermination soudaine. « Inspecteur, je vous conseille vivement de faire récupérer cette horloge et de la faire examiner par des experts. Et Watson ?» Il se tourna vers moi avec une expression de détermination farouche. « Je crois qu'il est temps que nous rendions visite à la veuve Pemberton, car si mes soupçons sont fondés, elle pourrait bien détenir la clé pour empêcher de nouveaux meurtres. » Alors que nous nous apprêtions à quitter Scotland Yard, je ne pouvais m'empêcher de penser que nous étions tombés sur quelque chose de bien plus sinistre qu'un simple meurtre. Quelqu'un utilisait la beauté même de la musique comme arme, et je craignais que Marcus Ashford et le malheureux Pemberton ne soient que les premières victimes de ce qui pourrait bien s'avérer être une symphonie de mort. Chapitre 4. Le conte de la veuve. La boutique de feu. Samuel Pemberton occupait un étroit bâtiment sur Portobello Road, coincé entre un bureau de tabac et un marchand de curiosités orientales. L'enseigne peinte au-dessus de la porte était devenue illisible, et les vitrines étaient si encombrées de livres et de manuscrits qu'il était impossible de voir à l'intérieur. Une petite pancarte accrochée de travers derrière la vitre annonçait que l'établissement était temporairement fermé pour cause de deuil. Ce n'est pas une entreprise particulièrement prospère à première vue, ai-je observé tandis que Holmes examinait la devanture du magasin avec son attention habituelle aux détails. « Au contraire, Watson, » répondit-il en désignant plusieurs éléments que j'avais négligés. « Observez la qualité de la serrure, l'épaisseur du vitrage et les renforts en acier autour de l'encadrement de la porte. Cet établissement abrite des objets de grande valeur, malgré son apparence modeste. Un stratagème courant chez les marchands d'objets rares, décourager le voleur occasionnel tout en attirant les collectionneurs sérieux. Nous contournâmes l'entrée résidentielle sur le côté du bâtiment. Une petite femme soignée, d'âge mûr, vêtue du profond deuil que la bienséance exigeait, répondit à Holmes. Ses yeux étaient rouges de chagrin récent, mais elle se tenait avec dignité. « Madame Pemberton ?» demanda Holmes doucement. « Je suis Sherlock Holmes, et voici mon collègue, le docteur Watson. L'inspecteur Bradshaw a suggéré que nous vous parlions du décès de votre défunt mari. »« Monsieur Holmes !» Son visage s'illumina. « Oh, entrez, s'il vous plaît. J'avais espéré... Enfin, je me demandais si quelqu'un finirait par... » Elle nous fit signe d'entrer dans un salon modeste mais confortable. L'inspecteur Bradshaw était très gentil, mais je ne pouvais m'empêcher de penser qu'il trouvait la mort de Samuel parfaitement ordinaire. Mais elle n'était pas ordinaire, monsieur Holmes. Pas ordinaire du tout. Nous nous installâmes sur des chaises qui, bien que présentant des signes d'usure, témoignaient de qualité et de raffinement. Madame Pemberton s'occupa de la préparation du thé, ses mains tremblant légèrement tandis qu'elle organisait le service. « Madame Pemberton, » commença Holmes prudemment, « je crois comprendre que votre mari a été retrouvé dans sa boutique dans des circonstances quelque peu inhabituelles. » C'est un euphémisme, monsieur Holmes. Elle s'assit en face de nous, sa tasse de thé tremblante dans ses mains. Samuel était en parfaite santé. Il n'avait que 39 ans, il était actif et dynamique. Il n'avait aucun antécédent cardiaque, aucune affection d'aucune sorte. Et pourtant, on me dit que son cœur s'est tout simplement arrêté. Sa voix se brisa légèrement, comme un vieil homme épuisé. La police a mentionné qu'une horloge avait été livrée au magasin ce matin-là. Oui, une belle chose. Je n'ai jamais vu Samuel aussi enthousiaste à l'idée d'une acquisition.
Il a dit que c'était une authentique pièce du XVIIe siècle, créée par un horloger célèbre. Je crains de ne plus me souvenir du nom. Serait-ce Martinitz ? Suggéra Holmes à voix basse. Les yeux de Madame Pemberton s'écarquillèrent. Oui, c'était bien cela. Johann Baptiste Martinitz. Samuel disait qu'elle était extraordinairement rare, que seule une poignée de ses montres avait survécu. Il était absolument ravi de l'avoir acquise. Et d'où vient cette horloge ? Un marchand viennois, selon Samuel. Il correspondait avec lui depuis plusieurs semaines. Samuel était resté très discret à ce sujet. Il disait vouloir me faire la surprise de cette acquisition. L'horloge devait être la pièce maîtresse d'une nouvelle exposition qu'il préparait. Holmes se pencha en avant avec attention. « Madame Pemberton, vous souvenez-vous du nom de ce marchand viennois ? » J'ai bien peur que non, mais je crois que Samuel gardait toute la correspondance dans son bureau. La police l'a examiné, bien sûr, mais ils n'ont apparemment rien trouvé d'intéressant. Elle se leva de sa chaise. « Aimeriez-vous voir l'horloge ? Je l'ai conservée ici, dans le salon. Je ne supporterai pas qu'elle soit dans la boutique. » Ou... Elle frissonna. « Bien sûr, » répondit Holmes, même si je remarquai une certaine tension dans sa posture. Madame Pemberton nous conduisit dans un coin de la pièce où, sur une petite table, trônait l'une des plus belles montres que j'ai jamais vues. Elle mesurait environ 45 centimètres de haut, était en ébène et en argent, et ses surfaces étaient ornées de gravures complexes. Le cadran était orné de symboles astronomiques, et de petits personnages y évoluaient dans une danse céleste complexe. « Elle sonne les heures, » expliqua Madame Pemberton, « et joue une mélodie extraordinaire. Je dois avouer, cependant, que je trouve cette musique plutôt dérangeante. Il y a quelque chose qui me met mal à l'aise. » Holmes s'approcha de l'horloge avec une prudence évidente. « Madame Pemberton, puis-je vous demander de passer un instant dans la pièce voisine ? Le docteur Watson et moi aimerions examiner la pièce de plus près. » Elle obéit sans poser de questions, refermant la porte derrière elle. Holmes se tourna aussitôt vers moi, l'air profondément inquiet. « Watson, je veux que tu te places près de cette porte, et si tu observes le moindre changement dans mon comportement, le moindre signe de détresse ou de confusion, tu dois arrêter le chronomètre immédiatement, par tous les moyens nécessaires. » « Holmes, tu n'as sûrement pas l'intention de... » « Je dois entendre la mélodie, Watson. C'est peut-être le seul moyen de comprendre le mécanisme de ces meurtres. Mais je serai prêt cette fois, et je n'écouterai que quelques instants. » Avant que je puisse protester davantage, Holmes avait déplacé les aiguilles de l'horloge à la position des heures. Aussitôt, le mécanisme se mit à sonner, puis la mélodie envoûtante retentit. Elle ressemblait à celle d'une boîte à musique, mais d'une manière plus troublante encore. Un entrelacement complexe de notes qui semblait s'immiscer dans la conscience comme un parasite. Holmes resta figé, le visage pâle mais déterminé, le regard rivé sur lui avec une concentration féroce. Je l'observai attentivement, prêt à intervenir au premier signe de détresse. Au bout d'une trentaine de secondes, il tendit la main et arrêta le mécanisme. « Fascinant, » murmura-t-il d'une voix tendue. « Watson, la précision mathématique est extraordinaire. Les intervalles entre certaines notes correspondent exactement à des fréquences connues pour produire des réponses neurologiques spécifiques. Mais il y a quelque chose de plus, un motif à l'intérieur du motif, comme si la mélodie contenait une sorte de code auditif. Holmes, tu prends un risque énorme. Et si une exposition prolongée? Et si c'était vraiment le cas? » Il s'éloigna de l'horloge avec un soulagement évident. « Mais Watson, je crois commencer à comprendre la méthode de notre tueur. Ce ne sont pas de simples instruments de mort, ce sont des armes précisément calibrées, conçues pour exploiter des vulnérabilités spécifiques de la physiologie humaine. » Madame Pemberton revint à l'invitation de Holmes, qui l'interrogea gentiment sur le dernier jour de son mari. Le tableau qui en ressortait ressemblait étrangement à celui de l'affaire Ashford. Un homme en bonne santé, enthousiasmé par une nouvelle acquisition, retrouvé mort dans des circonstances invraisemblables. « Madame Pemberton, » dit Holmes alors que nous nous apprêtions à partir, « je dois vous demander de faire quelque chose qui peut paraître étrange. Je veux que vous fassiez immédiatement retirer cette horloge de votre domicile.
Ne l'écoutez plus, sous aucun prétexte, et ne permettez à personne de le faire. Pouvez-vous me le promettre ?» Elle hocha la tête avec sérieux. « Bien sûr, monsieur Holmes. Mais croyez-vous vraiment que ce pauvre Samuel a été assassiné ?»« J'en suis de plus en plus convaincu, » répondit-il gravement. « Et puis, je crois que son assassin n'a peut-être pas terminé son œuvre. En revenant vers la route principale, je me suis senti profondément troublé par les implications de ce que nous avions appris. « Holmes, ai-je dit, si votre théorie est correcte, nous avons affaire à quelqu'un qui a inventé une méthode pour commettre un meurtre indétectable. Comment espérer l'attraper ?» Holmes resta silencieux quelques instants, son profil net se découpant dans le crépuscule. Lorsqu'il parla enfin, sa voix exprimait une détermination farouche. « En comprenant parfaitement sa méthode, Watson, en apprenant à penser comme il pense, à voir comme il voit. Car quelque part à Vienne, il y a un homme qui se croit le tueur parfait. J'ai l'intention de lui prouver le contraire. » Un fiacre apparut dans le brouillard, et Holmes lui fit signe de s'arrêter. En montant à bord, il donna au chauffeur une adresse qui me surprit. « Le British Museum, Holmes. » En effet, Watson, si nous voulons vaincre ce tueur, nous devons d'abord comprendre les précédents historiques de son œuvre. Et je soupçonne que dans les archives du musée, chapitre 5, l'avertissement du savant. Le soir, le British Museum offrait un visage bien différent de l'effervescence diurne des touristes et des visiteurs de passage. Les grands halls résonnaient de nos pas, tandis qu'un veilleur de nuit nous guidait à travers des couloirs bordés de trésors du passé. Holmes avait prévenu le docteur Edmund Blackwood, conservateur des objets médiévaux et de la Renaissance du musée, et cet éminent érudit nous attendait dans son bureau privé, au milieu des collections de manuscrits. Le docteur Blackwood était un homme d'une soixantaine d'années, au teint pâle et aux épaules légèrement voûtées, qui le caractérisaient, lui qui passait sa vie au milieu de tomes poussiéreux plutôt qu'au soleil. Son bureau était une merveille d'érudition organisée. Chaque surface disponible était couverte de textes anciens, d'objets soigneusement catalogués et de ses outils de travail. « Monsieur Holmes, docteur Watson » nous salua-t-il avec un plaisir évident. « Quel plaisir de vous revoir. Votre télégramme mentionnait Johann Baptiste Martinitz, un personnage fascinant, quoique assez méconnu. J'avoue que je suis intrigué par votre intérêt pour son œuvre. »« Docteur Blackwood, » répondit Holmes en s'installant dans le fauteuil indiqué par notre hôte, « j'ai des raisons de croire que Martinitz a peut-être créé des dispositifs qui étaient, disons, plus dangereux qu'il n'y paraissait. » Les sourcils du savant se haussèrent de surprise. « Dangereux ? Dans quel sens ? » Martinitz était réputé pour son ingéniosité mécanique, certes, mais je ne qualifierais pas son travail de dangereux. Peut-être pourriez-vous nous dire ce que vous savez de l'homme et de ses créations. Le docteur Blackwood se dirigea vers l'un de ses classeurs et en sortit un épais dossier. Johann Baptiste Martinitz, né à Prague en 1649, est mort dans des circonstances mystérieuses à Vienne en 1704. Il fut l'apprenti du grand horloger Hans Gruber, mais surpassa son maître en quelques années. Martinitz se spécialisait dans ce que nous appellerions aujourd'hui les automates, figurines mécaniques, boîtes à musique, mécanismes d'horlogerie d'une extraordinaire complexité. Il ouvrit le dossier et étala plusieurs documents devant nous. Ce qui rendait Martinitz unique, c'était son intérêt pour ce qu'il appelait les mathématiques de l'harmonie. Il croyait que la musique pouvait se réduire à de pures relations mathématiques, et qu'en les comprenant, on pouvait produire. Eh bien, laissez-moi vous lire un extrait d'une de ces lettres. Le docteur Blackwood choisit un manuscrit soigneusement conservé et commença à le traduire à partir de l'allemand archaïque. « La musique est le langage de l'âme, » écrivit-il, « et comme toutes les langues, elle peut être utilisée pour guérir ou nuire, pour réconforter ou pour contrôler. J'ai découvert des combinaisons de tons qui peuvent induire le sommeil, d'autres qui peuvent chasser la mélancolie, et d'autres encore qui peuvent... » Le chercheur marqua une pause, fronçant les sourcils en lisant le texte. « Le passage devient assez flou ici,
mais il semble suggérer que certaines combinaisons musicales peuvent produire des effets physiques profonds. Qu'est-il arrivé à Martinitz ? Demandai-je. Vous avez évoqué des circonstances mystérieuses. En effet, en 1704, il fut retrouvé mort dans son atelier à Vienne. La cause officielle fut une apoplexie, mais il y avait des particularités. Plusieurs de ses dernières créations avaient disparu, et des rumeurs faisaient état d'une musique étrange entendue dans son atelier quelques jours avant sa mort. Les autorités locales soupçonnèrent un vol, mais rien ne fut jamais prouvé. Holmes se pencha en avant avec attention. « Docteur Blackwood, vos archives indiquent-elles ce qu'il est advenu des œuvres de Martinitz qui nous sont parvenues ? Dispersées aux quatre vents, j'en ai bien peur. Il n'avait pas de famille, et son domaine a été vendu pour payer ses dettes. Certaines pièces ont rejoint des collections privées, d'autres ont tout simplement disparu. Des rumeurs circulent selon lesquelles certains collectionneurs posséderaient des pièces Martinitz, mais leur authentification est extrêmement difficile. L'homme n'a laissé aucune marque de fabrique, voyez-vous. Il considérait cela comme une vulgaire commercialisation. Avez-vous déjà rencontré des références à un comte Vladislav de Bohême en rapport avec Martinitz ? Le docteur Blackwood afficha une expression troublée. Ah, quelle histoire sombre. Le comte Vladislav commanda plusieurs pièces à Martinitz, une boîte à musique pour sa femme, une horloge mécanique et ce qui fut décrit comme un appareil de divertissement pour ses invités. La comtesse mourut quelques jours après avoir reçu sa boîte à musique, et plusieurs de ses convives souffrirent de troubles mystérieux après avoir assisté à des démonstrations des autres appareils. Quelle était la nature de ces maladies ? Les récits sont assez vagues, mais ils font état de crises soudaines, d'évanouissements et, dans au moins 2 cas, de décès. Le comte lui-même fut convaincu que Martinitz avait maudit les appareils et ordonna leur destruction. Que cela ait réellement été fait. Le docteur Blackwood haussa les épaules. Les archives sont floues. Holmes étudiait l'un des documents à la loupe. Cette lettre mentionne un certain docteur Heinrich Weber. Qui était-il ? Seul associé connu de Martinitz à Vienne. Weber était un médecin qui s'intéressait à ce que l'on pourrait aujourd'hui appeler la psychologie, les effets de la musique et du son sur l'esprit humain. Il semblerait que Martinitz et lui aient collaboré sur plusieurs projets, bien que Weber ait pris ses distances avec l'horloger après les incidents survenus dans la propriété du comte Vladislav. Savez-vous ce qu'est devenu le docteur Weber ? Il vécut de nombreuses années après la mort de Martinitz, devenant finalement une figure importante de la société viennoise. Ses descendants résident peut-être encore à Vienne, bien que je n'ai aucune information à ce sujet. Le docteur Blackwood rangea soigneusement les documents dans leur dossier. « Monsieur Holmes, puis-je vous demander pourquoi vous enquêtez sur ces curiosités historiques ? Cela ne peut sûrement pas être lié à une affaire criminelle contemporaine. » Holmes se leva de sa chaise avec une expression de satisfaction sinistre. « Au contraire, docteur Blackwood, je crois que nous avons affaire à quelqu'un qui a redécouvert les secrets mortels de Martinitz. Dites-moi, avez-vous déjà entendu parler du professeur Moritz Zimmermann ? » Zimmermann, oui, je crois. C'est un musicologue à l'université de Vienne, spécialisé dans les instruments de musique baroque. Brillant, à tout point de vue, quoique plutôt en solitaire. Il a publié plusieurs articles sur les principes mathématiques qui sous-tendent la composition musicale. Mais vous ne vous doutez sûrement pas. Pour l'instant, je soupçonne tout le monde et personne, répondit Holmes avec diplomatie. Docteur Blackwood, vous m'avez été d'une aide précieuse. Une dernière question. Possédez-vous des pièces Martinitz dans la collection du musée ? Nous possédons une pièce qui lui est attribuée, bien que sa provenance soit incertaine. C'est une petite boîte à musique, mais nous la conservons. Le conservateur précédent a noté qu'elle semblait produire des effets perturbants sur les spectateurs. Holmes et moi avons échangé des regards entendus. Serait-il possible d'examiner cette pièce ? Le docteur Blackwood hésita. Je suppose que ce serait permis, mais je dois insister sur la nécessité de prendre des précautions. Si vos soupçons concernant les travaux de Martinitz sont fondés, nous n'osons prendre aucun risque inutile. 20 minutes plus tard, nous nous retrouvions dans la réserve climatisée du musée,
où le docteur Blackwood sortit soigneusement une petite boîte en bois de son étui protecteur. Même sous la lumière électrique crue de la réserve, la pièce était d'une beauté à couper le souffle, réalisée en bois exotique et incrustée de motifs complexes d'or et d'ivoire. « Nous avons acquis cette pièce en 1847, explique le docteur Blackwood, auprès de la succession d'un collectionneur décédé dans des circonstances plutôt étranges. La famille était impatiente de s'en débarrasser, et nous l'a vendue pour une fraction de sa valeur apparente. » Holmes examina la boîte sans l'ouvrir, utilisant sa loupe pour étudier chaque détail de sa fabrication. « Le savoir-faire est extraordinaire, » murmura-t-il. « Et voyez, Watson, ces motifs incrustés ne sont pas seulement décoratifs, ils semblent suivre des séquences mathématiques. »« Holmes, dis-je avec urgence, vous n'avez sûrement pas l'intention d'activer le mécanisme ? » »« Certainement pas ici. Mais, docteur Blackwood, serait-il possible d'emprunter cette pièce ? Je vous donne ma parole qu'elle me sera rendue en parfait état, et je crois qu'elle pourrait être cruciale pour empêcher de nouveaux meurtres. » Le visage de l'érudit était devenu pâle pendant cet échange. « Des meurtres ? Grand Dieu, monsieur Holmes, qu'avez-vous découvert ? » ?»« Plus que je ne voudrais l'imaginer, » répondit Holmes d'un ton sombre. « Mais avec votre aide et cette pièce comme preuve, je pourrais peut-être mettre fin à une conspiration des plus ingénieuses et mortelles. » Chapitre 6. Le message de Vienne. Nous sommes retournés à Baker Street ce soir-là, la boîte à musique Martinitz étant rangée dans un coffret spécialement conçu, comme l'avait exigé le docteur Blackwood. Les avertissements du chercheur sur les dangers potentiels de l'appareil avaient été des plus édifiants, et j'avoue avoir été soulagé lorsque Holmes a enfermé le coffret dans sa chambre, plutôt que de nous exposer tous deux au risque d'un examen immédiat. Madame Hudson nous accueillit à la porte avec sa courtoisie habituelle, même si je remarquai qu'elle semblait quelque peu agitée. « Monsieur Holmes, » dit-elle tandis que nous montions l'escalier, « un monsieur est venu cet après-midi. Il a insisté, même si je lui ai dit que vous n'étiez pas chez vous. Il vous a laissé ceci. » Elle sortit une enveloppe de papier épais couleur crème, scellée à la cire rouge. Holmes examina l'enveloppe avec intérêt avant de la briser. La lettre qu'elle contenait était écrite de la même écriture distinctive que celle que nous avions vue dans la correspondance de Marcus Ashford, et l'expression de Holmes devint de plus en plus grave à mesure qu'il la lisait. « Watson, » dit-il finalement, « je crois que notre enquête a pris une tournure des plus sérieuses. Écoutez ceci. Mon cher monsieur Holmes, j'ai cru comprendre que vous vous renseigniez sur certains instruments de musique aux propriétés inhabituelles. J'admire votre réputation de solutionneur d'énigmes insurmontables, mais je crains que vous ne vous aventuriez dans des eaux plus dangereuses que vous ne le pensez. L'art de Johann Baptist Martinitz n'était pas destiné à une compréhension rudimentaire du monde moderne. Je vous conseille vivement d'abandonner votre enquête actuelle, pour votre sécurité et celle de votre associé. Certains secrets sont mieux gardés. Si vous choisissez d'ignorer cet avertissement, je ne pourrai être tenu responsable des conséquences. « Seigneur, » m'exclamai-je, « cet homme nous menace directement. » En effet, Watson, et notez le cachet de la poste. Cette lettre a été envoyée de Londres, et non de Vienne. Notre mystérieux correspondant est bien plus proche que nous le pensions. Holmes s'approcha de la fenêtre et observa la rue enveloppée de brouillard. Nous devons supposer que nos mouvements sont observés. Mais comment pouvait-il être au courant de notre visite au musée ? Le télégramme du docteur Blackwood pour organiser notre rencontre, peut-être. Ou plus probablement, il a suivi notre enquête depuis le début. Cela suggère un niveau d'organisation et de prévoyance des plus inquiétants. Holmes se mit à arpenter la cheminée, les mains jointes dans le dos, dans un geste qui trahissait, je le savais, une profonde concentration. « Watson, nous avons affaire à quelqu'un qui possède à la fois des connaissances techniques et des ressources considérables. La précision avec laquelle ces meurtres ont été commis suggère une planification et une préparation minutieuses. Croyez-vous toujours que le tueur est ce professeur Zimmermann ? Zimmermann reste une possibilité, mais je commence à soupçonner que nous avons affaire à un complot plus vaste. Considérez la logistique impliquée. Acquérir ou créer ces engins mortels, identifier les victimes appropriées,
Organisez leur livraison au moment précis où leur effet sera maximal. Cela suggère une coordination entre plusieurs individus. Un coup frappé à notre porte interrompit les réflexions de Holmes. Madame Hudson entra, portant un télégramme qui venait d'arriver. Holmes le lut rapidement, et son expression devint encore plus sérieuse. « De l'inspecteur Bradshaw », expliqua-t-il. « Un autre décès a eu lieu, celui d'un collectionneur d'instruments rares à Hampstead. Les circonstances sont identiques au cas précédent. Un homme en bonne santé a été retrouvé mort dans une pièce fermée à clé, avec à proximité un instrument de musique ancien récemment acquis. 3 meurtres maintenant, dis-je d'un ton sombre. Le schéma se précise. Plus clair que vous ne l'imaginez, Watson, car je crois savoir comment notre tueur sélectionne ses victimes. » Holmes s'installa à son bureau et sortit la correspondance que nous avions trouvée dans le bureau de Marcus Ashford. Notez la chronologie de ces décès. Pemberton le 3 octobre, Ashford le 12, et maintenant cette dernière victime. Ces intervalles ne sont ni aléatoires, ni arbitraires. Que veux-tu dire? Des intervalles musicaux, Watson. Les morts surviennent selon une séquence mathématique correspondant à des rapports harmoniques. Notre tueur ne commet pas simplement un meurtre. Il compose une symphonie de morts, chaque victime représentant une note d'une composition plus vaste. Les implications de cette révélation étaient effrayantes. Mais Holmes, si vous avez raison, alors il n'est pas fini. Il y aura d'autres victimes. Exactement. Et à moins de déterminer son schéma, nous ne pouvons prédire qui sera la prochaine cible. Holmes ramassa son manteau et son chapeau avec une détermination soudaine. « Allons, Watson. Nous devons examiner cette dernière scène de crime tant que les preuves sont encore fraîches. Ensuite, je crois qu'il est temps d'agir plus directement contre notre mystérieux compositeur. » Le voyage jusqu'à Hampstead s'effectua dans un silence tendu, tous deux absorbés par la contemplation du terrible scénario qui se dessinait. La victime, un certain Charles Whitmore, avait été retrouvé dans son bureau privé par sa gouvernante le matin même. Comme les victimes précédentes, il était collectionneur d'instruments de musique rares, et comme elle, il avait récemment acquis une pièce attribuée à Johann Baptist Martinitz. L'inspecteur Bradshaw nous a accueillis sur les lieux, son attitude habituelle, compétente, montrant des signes de tension. « Monsieur Holmes, je commence à penser que vous aviez peut-être raison sur le lien entre ces décès. Celui-ci est identique aux autres en tout point. Quel type d'appareil a été trouvé avec le corps? Un luth mécanique. Une belle chose, mais ça me donne des frissons rien qu'à le regarder. Le défunt a été retrouvé les mains comme s'il en jouait, bien qu'il n'y ait aucune preuve qu'il était musicien. » Holmes examina la scène avec sa minutie habituelle, prêtant une attention particulière à une série de notes musicales griffonnées sur un morceau de papier à côté du luth. « Watson, » appela-t-il, « que pensez-vous de ces inscriptions? J'ai étudié les notations, malgré mes connaissances limitées en théorie musicale. On dirait des notes de composition, même si la notation ne ressemble à rien de ce que j'ai déjà vu. »« Parce que ce n'est pas une notation musicale conventionnelle, » répondit Holmes d'un ton sombre. « C'est une formule mathématique, exprimée en termes musicaux, et si mon interprétation est correcte, elle nous indique exactement quand et où notre tueur frappera ensuite. » Il se tourna vers l'inspecteur Bradshaw avec une expression de détermination pressante. « Inspecteur, j'ai besoin que vous dressiez la liste de tous les collectionneurs d'antiquités musicales de Londres. Comparez-la avec les acquisitions récentes, en particulier celles qui pourraient provenir de Vienne. Et faites-le vite, car si mes calculs sont bons, notre tueur prévoit de faire sa prochaine victime demain soir. » Alors que nous nous apprêtions à quitter les lieux, Holmes me prit à part et me parla d'une voix basse et pressante. « Watson, je veux que tu retournes à Baker Street et que tu prennes ton revolver de service. Quoi qu'il arrive demain, je pense que nous en aurons besoin, car j'ai l'intention d'assister à la représentation du prochain mouvement de notre compositeur mortel et de m'assurer que ce soit le dernier. » Chapitre 7. Le piège est tendu. Le lendemain matin, gris et morne, un brouillard pénétrant semblait étouffer les bruits de Londres. J'avais passé une nuit agitée à méditer sur le terrible schéma découvert par Holmes,
et j'avoue que la perspective d'affronter directement notre assassin musical me remplissait d'une appréhension considérable. Mon revolver de service reposait, propre et chargé, dans la poche de mon manteau, un piètre réconfort, sachant que notre adversaire semblait tuer sans jamais s'approcher physiquement de ses victimes. Holmes s'était réveillé avant l'aube, et je l'ai trouvé dans notre salon, entouré de partitions, de calculs mathématiques et de la correspondance des différentes victimes. Ses traits étaient marqués par la concentration, et je voyais bien que l'intensité de l'enquête commençait à l'épuiser. « Ah, Watson, dit-il sans lever les yeux de son travail, j'espère que vous avez mieux dormi que moi. J'ai essayé de décoder le schéma complet de la composition de notre tueur, et je crois avoir fait des progrès significatifs. » Il désigna une grande feuille de papier couverte de son écriture précise. D'après la chronologie des meurtres précédents et les relations mathématiques entre eux, je peux prédire avec une confiance relative que la prochaine victime sera ciblée ce soir, entre 19 et 21 heures. Avez-vous déterminé qui cela pourrait être? La liste de l'inspecteur Bradshaw s'est révélée très éclairante. Seuls 3 collectionneurs londoniens répondent aux critères apparents de notre tueur. Des individus ayant récemment acquis ou manifesté leur intérêt pour des instruments de musique baroque, en particulier ceux de provenance douteuse de Vienne. Holmes se leva et s'approcha de la fenêtre, scrutant la rue plongée dans le brouillard. De ces 3-là, l'un d'eux apparaît comme la cible la plus probable. OMS, Lady Margaret Thornfield, d'Eaton Square. Veuve fortunée, elle a consacré sa vie à collectionner des instruments de musique rares. Plus important encore, elle a récemment contacté plusieurs marchands pour acquérir une pièce attribuée à Johann Baptist Martinitz. Selon les sources de Bradshaw, elle a reçu une réponse prometteuse d'un marchand viennois la semaine dernière. J'ai ressenti un frisson d'appréhension. « Holmes, il faut la prévenir immédiatement. »« La prévenir de quoi, Watson? Qu'une boîte à musique pourrait la tuer? Qu'elle devrait craindre la beauté même qu'elle a passé sa vie à collectionner ?» Holmes secoua la tête d'un air sombre. « Non, notre tueur est bien trop intelligent pour être déjoué par des mesures aussi simples. Si nous abordons Lady Thornfield directement, il choisira simplement une autre victime, et nous ne serons pas plus près de le capturer. Alors que proposez-vous » Holmes se détourna de la fenêtre avec une expression que j'avais appris à associer à ses projets les plus périlleux. « Je propose que nous laissions Lady Thornfield recevoir son don mortel, mais que nous soyons là pour empêcher son exécution fatale. Holmes, c'est de la folie. Tu proposes d'utiliser une femme innocente comme appât. Je propose de sauver sa vie et celle de tant d'autres en mettant fin au règne de terreur de ce tueur. Mais vous avez tout à fait raison concernant les risques encourus. » Il s'installa à son bureau et commença à écrire rapidement. « Je demande à l'inspecteur Bradshaw de faire encercler la maison de Lady Thornfield par des agents en civil. Nous nous positionnerons à l'intérieur de la maison et dès que l'engin de notre tueur arrivera, nous serons prêts. Et si vos calculs sont erronés, si Lady Thornfield n'est pas la cible visée, nous aurons alors perdu notre meilleure chance d'attraper ce meurtrier, et il disparaîtra probablement à Vienne, ou quel que soit son véritable lieu d'opération. » Holmes cacha sa lettre et appela Madame Hudson. « Mais Watson, j'ai confiance en mes déductions. Le schéma est clair, le timing précis, et Lady Thornfield correspond en tout point au profil de victime privilégiée de notre tueur. » En moins d'1 heure, nous étions installés dans le bureau de l'inspecteur Bradshaw, exposant le plan de Holmes à un policier de plus en plus inquiet. Bradshaw écoutait Holmes de plus en plus inquiet, expliquer les risques encourus. « Monsieur Holmes, je ne peux pas autoriser l'utilisation d'un civil comme appât dans ce qui s'apparente à un piège meurtrier. Si quelque chose tourne mal. »« Inspecteur, » interrompit Holmes, « si nous ne faisons rien, Lady Thornfield mourra ce soir, aussi sûrement que Marcus Ashford et les autres. Au moins, de cette façon, elle a une chance de survie, et nous avons une chance que justice soit faite. » Après de longs débats, Bradshaw accepta à contre-cœur le plan de Holmes, tout en insistant pour doubler le nombre d'agents impliqués. Dans l'après-midi, nous nous installâmes dans l'élégante maison de Lady Thornfield, après lui avoir expliqué la situation avec autant de délicatesse que possible. Lady Thornfield se révéla être une femme d'un sang-froid remarquable. Malgré ses 70 ans,
Elle possédait une intelligence vive et une volonté de faire qui avait fait d'elle l'une des collectionneuses les plus respectées de Londres. Lorsque Holmes lui expliqua le danger qui l'attendait, elle l'écouta avec un calme absolu et accepta immédiatement de coopérer à notre plan. « Messieurs, dit-elle tandis que nous prenions place dans sa salle de musique, j'ai vécu assez longtemps pour savoir que la vie comporte de nombreux risques. Si ma coopération peut vous aider à attraper ce scélérat et à éviter d'autres morts, alors je considère qu'il est de mon devoir de vous aider. » À l'approche du soir, nous prîmes position. Holmes et moi nous cachâmes derrière un paravent japonais dans un coin de la salle de musique, tandis que l'inspecteur Bradshaw et 2 agents attendaient dans la bibliothèque attenante. Lady Thornfield était tranquillement assise sur sa chaise habituelle, travaillant à sa broderie comme si c'était une soirée ordinaire. À 7h20 précises, la sonnette retentit. Le majordome de Lady Thornfield répondit, et nous entendîmes un murmure de voix dans le couloir. Quelques instants plus tard, le majordome apparut dans l'embrasure de la porte du salon de musique. « Madame, » annonça-t-il, « une livraison vous est parvenue. Le monsieur dit que c'est la pièce que vous avez demandée à Vienne. »« Faites-le entrer, Stevens, » répondit Lady Thornfield avec un calme admirable. L'homme qui entra dans la salle de musique ne ressemblait pas du tout à ce que j'avais imaginé. Il avait une 40aine d'années, était bien habillé, à la manière d'un commerçant prospère, avec le teint pâle et les mains douces de quelqu'un qui passe son temps à l'intérieur. Il n'avait rien de manifestement sinistre. Pourtant quelque chose dans ses yeux sombres me fit instinctivement sortir mon revolver. « Lady Thornfield, » dit-il en s'inclinant légèrement, « je suis Heinrich Weber, petit-fils du docteur Weber qui travailla autrefois avec le grand Martinitz. Je vous apporte quelque chose de vraiment extraordinaire. » Il posa un étui en bois et l'ouvrit pour révéler ce qui était peut-être le plus bel instrument de musique que j'ai jamais vu. C'était un petit clavecin, en ébène et en acre, dont les touches semblaient de briller comme de l'ivoire à la lumière du gaz. « Une pièce magnifique, » observa Lady Thornfield, même si je percevais un léger tremblement dans sa voix. « Puis-je l'examiner de plus près ?»« Bien sûr, madame, mais je dois vous prévenir. Cet instrument a une histoire des plus insolites. On lui prête des propriétés particulières. Certains anciens propriétaires ont rapporté avoir fait des rêves saisissants après avoir entendu sa musique. « Comme c'est fascinant, » répondit Lady Thornfield en se levant de sa chaise et en s'approchant du clavecin. « Pourrais-je l'entendre jouer ?» Les yeux de Weber brillaient d'une lueur qui me glaça le sang. « Ce serait un plaisir, madame. Mais j'insiste pour que vous vous asseyiez juste en face de l'instrument. L'acoustique est conçue pour être appréciée de cette position précise. » Alors que Lady Thornfield se dirigeait vers la chaise indiquée par Weber, Holmes sortit de derrière le paravent, son propre revolver dégainé et pointé directement sur notre visiteur. « Je ne pense pas, monsieur Weber, » dit-il calmement, « ou devrais-je dire, professeur Zimmermann, car je soupçonne que c'est là votre véritable identité. » Chapitre 8. La symphonie du tueur Weber, ou Zimmermann, se figea au son de la voix de Holmes, la main toujours posée sur les touches du clavecin. Pendant un instant, le seul bruit dans la pièce fut le léger tic-tac de la collection d'horloges anciennes de Lady Thornfield. Puis, lentement, l'homme se tourna vers mon ami, et je lus dans ses yeux la froide intelligence d'un prédateur soudain traqué. « Monsieur Sherlock Holmes, » dit-il avec un léger sourire, bien que sa voix fût teintée de fureur. « J'aurais dû me douter que le célèbre détective londonien finirait par tomber sur mon travail. J'avoue cependant être impressionné. Peu de gens ont l'intelligence de percevoir la beauté mathématique de ce que j'ai accompli. » La beauté ? La voix de Holmes était chargée de dégoût. « Vous parlez de beauté tout en évoquant le meurtre de sang-froid d'innocents ? Il n'y a pas de beauté dans la mort, professeur. Seulement la satisfaction perverse d'un esprit qui a perdu tout lien avec la décence humaine. » L'inspecteur Bradshaw et ses agents étaient sortis de la bibliothèque et se tenaient prêts à appréhender notre meurtrier, tout en gardant leur distance avec le clavecin mortel. Lady Thornfield s'était éloignée de l'instrument avec une remarquable présence d'esprit, se positionnant près de la cheminée, là où elle serait le plus en sécurité.
Le sourire de Zimmermann s'élargit, révélant des dents d'une blancheur et d'une arête anormale. Innocent? Monsieur Holmes, vous me décevez. Ce n'étaient pas des victimes innocentes, c'étaient des disciples de la beauté, des collectionneurs qui comprenaient la véritable valeur de l'art transcendant. Je leur ai offert l'expérience esthétique ultime, la chance de mourir en écoutant une musique si mathématiquement parfaite qu'elle transportait littéralement leur âme hors de cette existence banale. Vous leur avez infligé la terreur et la mort, ai-je rétorqué, mon propre revolver pointé sur le fou. J'ai vu l'expression du visage de Marcus Ashford, et il n'y avait rien de transcendant. « Ah, le bon docteur parle, » répondit Zimmermann d'un ton moqueur. « Dites-moi, docteur Watson, avez-vous déjà vraiment écouté de la musique? Non seulement l'avez-vous entendue, mais l'avez-vous laissé pénétrer votre essence profonde? Avez-vous expérimenté les relations mathématiques qui régissent l'harmonie, les fréquences précises qui peuvent induire l'extase, la terreur, ou... » Sa main se dirigea légèrement vers les touches du clavecin. « La mort elle-même. »« Ne bougez pas, » ordonna Holmes d'un ton sec. « Inspecteur Bradshaw, je vous serais reconnaissant de bien vouloir sécuriser cet instrument immédiatement. Personne ne doit toucher aux touches, sous aucun prétexte. Vous ne pouvez pas interrompre l'interprétation indéfiniment, monsieur Holmes, » dit Zimmermann, sans toutefois s'approcher davantage du clavecin. La symphonie que j'ai composée nécessite un dernier mouvement. La séquence mathématique exige son achèvement. Votre symphonie s'arrête ici, répondit Holmes fermement. Professeur Moritz Zimmermann de l'Université de Vienne, je vous arrête pour les meurtres de Samuel Pemberton, Marcus Ashford et Charles Whitmore. Zimmermann? Le rire du tueur résonna comme du verre brisé. Mon cher Holmes, vous avez commis une erreur fondamentale. Le professeur Zimmermann est mort il y a 6 mois dans un accident de voiture près de Vienne. J'ai simplement usurpé son identité pour les besoins de ma correspondance avec les collectionneurs londoniens. L'expression de Holmes ne changea pas, même si je voyais son esprit s'activer pour assimiler cette nouvelle information. « Alors, qui êtes-vous » ? « Je suis Heinrich Weber, comme je l'ai affirmé, bien que je ne sois pas le petit-fils du docteur Weber, mais son arrière-petit-fils. Ma famille porte le fardeau de sa collaboration avec Martinitz depuis des générations. Nous avons préservé ce savoir mortel, attendant le moment opportun pour achever le travail interrompu par ces imbéciles en 1704. Le travail ? Lady Thornfield prit la parole pour la première fois depuis le début de la confrontation, d'une voix assurée malgré les circonstances. Quel travail pourrait justifier des crimes aussi horribles ? Weber se tourna vers elle avec une expression de ferveur presque religieuse. « Il s'agit de prouver que la musique est la force fondamentale qui gouverne toute existence, madame. Martinitz a découvert les fréquences qui correspondent à la vie et à la mort, à la joie et à la terreur, à la raison et à la folie. Il a créé des instruments capables de tuer ou de guérir, d'inspirer ou de détruire, tout cela grâce à la manipulation précise d'harmonie mathématique. Et vous avez continué ces recherches, observa Holmes. Je l'ai perfectionné. Les appareils que j'ai créés sont bien plus sophistiqués que tout ce que Martinitz aurait pu imaginer. Chacun est calibré en fonction des caractéristiques physiologiques spécifiques de sa victime. La boîte à musique de M. Ashford était réglée sur la fréquence précise qui perturberait son rythme cardiaque. L'horloge de M. Pemberton exploitait une faiblesse neurologique que j'avais détectée dans son dossier médical. La désinvolture avec laquelle il évoquait ces meurtres fit froid dans le dos. L'inspecteur Bradshaw s'avança, menottes au poignet. « Heinrich Weber, vous êtes en état d'arrestation pour... » « Non !» La main de Weber s'abattit soudain sur les touches du clavecin, produisant un fracas discordant qui sembla résonner jusqu'au plus profond de l'âme de tous les assistants. « On ne peut arrêter ce qu'on ne comprend pas. Je suis un artiste, créant la synthèse ultime des mathématiques et de la musique. » Le son du clavecin était différent de tout ce que j'avais entendu jusqu'alors. Il n'était pas seulement discordant, il était extrêmement douloureux, semblant attaquer directement le système nerveux. Lady Thornfield poussa un cri et se colla les mains aux oreilles, tandis que l'inspecteur Bradshaw titubait en arrière, comme frappé physiquement. Mais Weber n'avait pas terminé.
Ses doigts trouvèrent les touches appropriées, et soudain la pièce s'emplit d'une mélodie d'une beauté terrible, envoûtante, hypnotique et profondément maléfique. Je sentis ma vision se brouiller et mes genoux faiblir, tandis que Holmes vacillait, le visage pâle comme la mort. Pourtant, alors même que la musique assourdissante emplissait l'air, je vis Holmes lutter contre ses effets avec une force de volonté incroyable. Sa main se porta à la poche de son manteau et, soudain, il sortit un petit appareil que je n'avais jamais vu auparavant. Un instrument mécanique, qu'il actionna avec une urgence désespérée. Le son qui émanait de l'appareil de Holmes était comme un contrepoint à la mélodie mortelle de Weber, une série de sons purs qui semblaient neutraliser les effets néfastes du clavecin. La terrible pression dans ma tête commença à se relâcher, et je vis les autres dans la pièce reprendre leurs esprits. « Impossible !» hurla Weber, ses doigts volant sur les touches dans une tentative de plus en plus frénétique de déjouer les contre-mesures de Holmes. Personne ne comprend assez bien les mathématiques pour... Ces paroles furent interrompues lorsque l'inspecteur Bradshaw, se remettant des effets du clavecin, s'attaqua au tueur et l'éloigna de l'instrument. La musique mortelle cessa instantanément, ne laissant résonner que les sons purs de l'instrument de Holmes dans le silence soudain. « Bien joué, inspecteur », dit Holmes en désactivant son mystérieux instrument, même si j'avoue que c'était plus proche que je ne l'aurais souhaité. « Holmes », haltai-je, luttant encore pour me remettre complètement des effets du clavecin. « Quel était cet appareil que tu utilisais ?» Il sourit d'un air sombre et brandit ce qui semblait être une petite boîte à musique mécanique, la pièce même que nous avions empruntée au British Museum. J'ai passé la majeure partie de la nuit dernière à analyser la pièce de Martinitz de la collection du Dr Blackwood. Comme les instruments de Weber, elle était conçue pour produire des effets physiologiques spécifiques, mais celle-ci visait à guérir plutôt qu'à nuire. Martinitz, semble-t-il, créait des antidotes aussi bien que des poisons. Tandis que les policiers menottaient Weber, le tueur leva les yeux vers Holmes avec un air de respect réticent. « Vous êtes plus malin que je ne le pensais, monsieur Holmes. Mais dites-moi, comment saviez-vous que je viendrais ce soir? Comment avez-vous pu prédire mon plan avec autant de précision ?» Holmes regarda son captif avec une satisfaction froide. « Parce que, contrairement à vous, je comprends que la vraie beauté ne réside pas dans la mort, mais dans la préservation de la vie. Votre symphonie mathématique était certes précise, professeur Weber, mais elle était aussi prévisible, et la prévisibilité, comme tout criminel finit par l'apprendre, est l'ennemi du crime parfait. » Chapitre 9. Le mouvement final. Le trajet en calèche jusqu'à Scotland Yard s'est déroulé dans un silence tendu. Heinrich Weber étant calé entre deux agents de police, tandis que Holmes et moi étions assis en face, tous deux encore en train de nous remettre des effets du clavecin mortel. Le brouillard s'était quelque peu dissipé, révélant un Londres baigné de la pâle lumière d'un croissant de lune, et je me suis senti reconnaissant de la simplicité des réverbères à gaz et du claquement des sabots des chevaux sur les pavés. Weber n'avait rien dit depuis sa capture, mais ses yeux sombres restaient fixés sur Holmes avec une intensité profondément troublante. Il était clair que même si son corps était immobilisé, son esprit continuait à travailler, calculant, planifiant, et peut-être même composant de nouvelles variations sur son thème mortel. L'inspecteur Bradshaw était resté chez Lady Thornfield pour superviser le retrait, minutieux du clavecin, et s'assurer qu'aucun autre appareil mortel ne restait caché dans sa collection. L'expérience avait ébranlé même cet officier courageux, et je comprenais que les implications des méthodes de Weber entraient Scotland Yard pendant des années. À notre arrivée au Yard, Weber fut accueilli selon les formalités d'usage, mais des précautions extraordinaires furent prises pour s'assurer qu'il n'ait accès à aucun instrument de musique ni à aucun appareil susceptible de servir ses desseins meurtriers. Holmes demanda un entretien privé avec le prisonnier et, après mûre réflexion, l'inspecteur Bradshaw accepta, à condition que lui et moi restions présents comme témoins. Weber était enfermé dans une salle d'interrogatoire, les mains menottées dans le dos. Pourtant, même en détention, il conservait une supériorité intellectuelle profondément troublante. Lorsque Holmes entra dans la pièce,
Le visage de Weber s'illumina d'un intérêt purement professionnel. « Monsieur Holmes, dit-il avec une chaleur apparente, j'avoue que j'ai hâte de comprendre vos méthodes. Comment avez-vous démêlé ma symphonie de mort soigneusement construite? Ce n'est sûrement pas le hasard qui vous a poussé à interférer avec mon travail ?» Holmes s'installa dans le fauteuil en face de Weber avec son sang-froid habituel. « C'est votre précision même qui vous a trahi, Weber. Vous n'avez pas pu résister à l'envie de créer un motif, une progression mathématique qui satisfaisait votre sensibilité artistique. Mais les motifs, une fois perçus, deviennent prévisibles. Développez, s'il vous plaît. Je suis vraiment curieux. Les intervalles entre vos meurtres. Pemberton le 3 octobre, Ashford le 12 octobre, Whitmore le 18 octobre. Vous suiviez une suite de Fibonacci, chaque intervalle s'appuyant sur les précédents. C'était élégant, je vous l'accorde, mais finalement fatal à votre entreprise. Les yeux de Weber s'écarquillèrent, manifestement empreints d'une admiration sincère. Remarquable. Peu de gens auraient reconnu cette relation mathématique, et encore moins l'auraient utilisée pour prédire mon prochain mouvement. Au-delà de cela, poursuivit Holmes, votre choix de victime suivait également un schéma précis. Chacune était collectionneuse d'instruments de musique, chacune s'était récemment renseignée sur des pièces baroques, et chacune possédait les moyens financiers d'acquérir d'authentiques œuvres de Martinitz. Un simple recoupement des collectionneurs londoniens n'a révélé qu'une poignée d'individus répondant à tous vos critères. Et Lady Thornfield se démarquait parmi eux? C'était le choix logique. Riche, cultivée, récemment veuve et donc isolée, vivant seule dans une maison où un décès pouvait passer inaperçu pendant des heures. Vous êtes d'une grande méthodique, Weber. Le tueur se renversa dans son fauteuil, l'air pensif. Vous avez admirablement analysé mes méthodes, monsieur Holmes. Mais dites-moi, comment avez-vous su préparer un contre-engin? Comment avez-vous suffisamment compris le travail de Martinitz pour créer un antidote à mon clavecin? Le sourire de Holmes était froid et triomphant. Parce que j'ai pris la peine d'étudier les travaux de votre prédécesseur, plutôt que de simplement voler ses méthodes. Les recherches du docteur Blackwood ont révélé que Martinitz avait créé des appareils de guérison, mais aussi des appareils mortels. L'objet de la collection du British Museum était conçu pour produire des effets bénéfiques, calmer l'anxiété, soulager la douleur, et peut-être même contrer l'influence néfaste de ces autres créations. « L'ironie est exquise, » murmura Weber. « L'institution même qui préserve le passé vous a fourni les moyens de vaincre l'avenir. »« Votre travail n'a aucun avenir, » répondit Holmes fermement. « Vous avez perverti la beauté de la musique pour en faire un instrument de meurtre. C'est terminé. » L'expression de Weber se durcit soudain, et pour la première fois depuis sa capture, je perçus un éclair de la folie qui l'avait poussé à de tels extrêmes. « Tu ne comprends rien, Holmes. La musique, ce sont les mathématiques. Les mathématiques sont le langage de l'univers, et la mort n'est qu'une note de plus dans la symphonie cosmique. Tu as interrompu un mouvement, mais la composition continue. D'autres poursuivront l'œuvre de Martinitz, parachèveront ce que j'ai commencé. »« Qui ?» demanda Holmes sèchement. « Qui d'autre possède ces connaissances ?» Mais Weber en avait trop dit et se tut, les lèvres pincées. Aucun interrogatoire ne put le convaincre de révéler s'il avait des collaborateurs ou s'il avait partagé ses secrets mortels avec d'autres. L'inspecteur Bradshaw est revenu alors que notre entretien touchait à sa fin, apportant des nouvelles importantes pour la résolution de l'affaire. « Monsieur Holmes, » a-t-il déclaré, « nous avons reçu un télégramme de la police de Vienne. La mort du professeur Zimmermann n'était pas accidentelle, comme on le croyait auparavant. Il a été retrouvé dans son bureau avec une boîte à musique à côté de lui, une boîte à musique correspondant à la description de celles utilisées lors de nos meurtres à Londres. » Holmes et moi avons échangé des regards chargés de sens. « Donc Weber a tué Zimmermann pour usurper son identité, » ai-je observé. « Le professeur a été sa première victime, pas la dernière. »« Il semblerait que oui, » confirma Bradshaw. « Les autorités viennoises enquêtent également sur la disparition de plusieurs autres musicologues et collectionneurs d'instruments au cours de l'année écoulée. Il semble que notre monsieur Weber perfectionne ses méthodes depuis un certain temps. » Weber rit, un rire dénué de toute chaleur humaine.
Le professeur était un sujet d'étude digne de ce nom. Sa connaissance des instruments baroques en faisait un candidat idéal pour mes expériences préliminaires. Sa mort m'a beaucoup appris sur le calibrage nécessaire à une efficacité maximale. Vous parlez de meurtre comme s'il s'agissait d'une expérience scientifique, dis-je, incapable de cacher le dégoût dans ma voix. N'est-ce pas? Répondit Weber. Chaque grande avancée de la connaissance humaine a exigé des sacrifices. Martinitz l'avait compris. Il était prêt à explorer les territoires dangereux que les esprits moins avancés craignent d'aborder. Holmes se leva de sa chaise avec une expression de finalité. La seule chose que Martinitz comprit, c'est qu'il avait créé quelque chose de monstrueux. C'est pourquoi il intégra des contre-mesures dans ses œuvres ultérieures, des dispositifs comme celui qui nous a sauvés ce soir. Il reconnut le mal qu'il avait déclenché et chercha à le contenir. Vous ne pouvez contenir l'infini, monsieur Holmes. La musique est éternelle, les mathématiques sont universelles, et la mort. La voix de Weber s'éteignit dans un sifflement inquiétant qui me fit dresser les cheveux sur la tête. Voilà ce qui vous attend au bout du rouleau, dit l'inspecteur Bradshaw d'un ton sombre. Heinrich Weber, vous serez accusé de multiples meurtres, et je suis convaincu que justice sera rendue rapidement et sans appel. Alors que nous nous apprêtions à abandonner Weber à son sort, le tueur s'écria une dernière fois. « Monsieur Holmes, vous avez remporté ce mouvement, mais la symphonie est loin d'être terminée. D'autres savent ce que je sais, d'autres partagent ma vision. La musique continuera de jouer, et quand ce sera le cas, rappelez-vous, on ne peut pas arrêter toutes les représentations. » Holmes s'arrêta sur le seuil, la main sur l'encadrement. « Peut-être pas, Weber, mais je peux vous assurer que ce concert a atteint sa note finale. » Chapitre 10. Coda. Le feu s'éteignait dans notre salon du 221B Baker Street, tandis que je mettais la dernière main à ce récit de ce que les journaux avaient surnommé « les meurtres de la boîte à musique ». 3 semaines s'étaient écoulées depuis l'arrestation d'Heinrich Weber, et l'homme lui-même avait été interné à l'asile d'aliénés criminels de Broadmoor, après un bref procès qui avait horrifié même les observateurs les plus aguerris de la justice pénale. Le juge l'avait déclaré inapte à la pendaison, mais était-ce par clémence ou par crainte de savoir qu'il mourrait avec lui? Je ne saurais le dire. Holmes était assis dans son fauteuil habituel, ses longs doigts croisés sous son menton, le regard perdu dans les flammes. Cette affaire l'avait profondément affecté, et je l'avais observé examiner notre collection de partitions avec une expression de profonde tristesse, comme si la beauté même de la mélodie avait été altérée par l'usage pervers qu'en faisait Weber. « Holmes, dis-je en posant mon stylo, crois-tu au dernier avertissement de Weber? D'autres personnes pourraient-elles posséder cette connaissance mortelle? » Il resta silencieux un long moment avant de répondre. « C'est possible, Watson. La frontière entre la beauté et la terreur est souvent plus ténue qu'on ne veut bien l'admettre. Tout au long de l'histoire, certains ont cherché à instrumentaliser l'art, à transformer le sublime en sinistre. Les instruments créés par Weber, que sont-ils devenus? Détruits, sur mon insistance. L'inspecteur Bradshaw était initialement réticent, arguant qu'ils constituaient des preuves précieuses, mais je l'ai convaincu que certaines connaissances sont trop dangereuses pour être préservées. Le clavecin, les boîtes à musique, l'horloge, tout a été réduit en cendres dans les fourneaux de Scotland Yard. Et la pièce Martinitz du British Museum? Holmes sourit légèrement. Ce document a été rendu au docteur Blackwood, accompagné de mon analyse détaillée de ses propriétés bénéfiques. Peut-être qu'un jour, lorsque le souvenir des crimes de Weber se sera estompé, de véritables recherches sur les appareils de guérison de Martinitz reprendront. Mais pas de notre vivant, je suppose. Madame Hudson entra avec notre thé du soir, sa bonne humeur habituelle égayée par la conclusion de cette terrible affaire. « Messieurs, dit-elle en organisant la cérémonie, je dois dire que c'est un soulagement que la maison soit redevenue normale, même si j'avoue que je n'écouterai plus jamais ma boîte à musique de la même façon. » Après son départ, Holmes se leva et s'approcha de la fenêtre, contemplant la nuit londonienne. « Le brouillard se lève, » observa-t-il. « C'est peut-être approprié. Cette affaire a été entourée de mystères dès le début, et maintenant, enfin, la clarté apparaît. » « Et Lady Thornfield ?
Comment se porte-t-elle depuis son calvaire? Remarquablement bien, compte tenu de son expérience. Elle a fait don de toute sa collection d'instruments de musique au British Museum, affirmant ne plus vouloir être entourée d'objets susceptibles de receler de si sombres secrets. Une sage décision, même si je crains que la beauté qu'ils apportaient à sa vie ne lui manque. J'ai rejoint Holmes à la fenêtre, observant les réverbères vaciller dans l'air pur. Il me semble que Weber n'avait pas entièrement tort sur un point. La musique semble posséder un pouvoir quasi surnaturel sur les émotions humaines. La capacité d'inspirer l'amour, la peur, la joie, la mélancolie. En effet, Watson. Mais l'erreur de Weber a été de croire que le pouvoir lui donnait le droit d'utiliser la musique comme une arme. L'art véritable élève l'esprit humain, il ne le détruit pas. Holmes se détourna de la fenêtre, l'air résolu, ce qui me rappelle que j'ai acheté des billets pour la représentation du Requiem de Mozart demain soir au Royal Opera House. J'ai pensé que cela pourrait servir d'antidote aux mélodies sombres que nous avons entendues ces dernières semaines. Excellente idée, Holmes. J'avoue toutefois qu'il m'est difficile d'apprécier la musique pendant un certain temps sans m'interroger sur les relations mathématiques qui sous-tendent la composition. Cela passera, Watson. Le poison de Weber a peut-être temporairement contaminé notre perception, mais le pouvoir guérisseur de la beauté authentique finira par vaincre le souvenir de ses perversions. Alors que nous nous installions à nouveau dans nos fauteuils, je me suis mis à réfléchir aux étranges tournants qui nous avaient conduits jusque-là. L'appel à la justice d'une sœur en deuil nous avait conduits dans un monde où la musique elle-même était devenue une arme, où les sublimes mathématiques de l'harmonie avaient été transformées en instruments de mort. Pourtant, en fin de compte, c'est cette même précision mathématique qui avait permis à Holmes de prédire et d'empêcher le meurtre final de Weber. « Holmes, dis-je tandis que l'horloge sonnait minuit, dans tous nos cas réunis, je ne me souviens pas d'un seul qui illustre plus parfaitement la lutte éternelle entre le bien et le mal, entre les applications constructives et destructives de la connaissance humaine. Moi non plus, Watson. Weber possédait un véritable génie. Sa compréhension de la théorie acoustique et de la physiologie humaine était remarquable. S'il avait choisi d'utiliser ses dons pour guérir plutôt que pour nuire, il aurait peut-être révolutionné la médecine. Au lieu de cela, il est devenu un monstre, détruisant la beauté même qu'il prétendait servir. Le feu s'était réduit en braises incandescentes, et les sons familiers de la nuit londonienne filtraient à travers nos fenêtres. Le cliquetis lointain des fiacres, les voix étouffées des passants, le doux frémissement du vieux bâtiment autour de nous. Ces sons ordinaires nous semblaient particulièrement précieux, après notre rencontre avec les compositions mortelles de Weber. « Une dernière question, Holmes, dis-je alors que nous nous préparions à nous retirer. Comment saviez-vous que la pièce de Martinitz au musée constituerait une contre-mesure efficace au clavecin de Weber ?» Holmes s'arrêta pour allumer sa pipe. J'avoue, Watson, que c'était plus une supposition éclairée qu'une certitude scientifique. Les recherches du docteur Blackwood suggéraient que Martinitz avait créé à la fois le poison et l'antidote, et les relations mathématiques observées dans la pièce de musée semblaient être l'inverse de celles que j'avais observées dans les dispositifs de Weber. Mais si je m'étais trompé, il haussa les épaules. Nous aurions peut-être tous connu le sort de Marcus Ashford et des autres. Un risque qui vaut la peine d'être pris compte tenu de l'alternative. En effet, car au final, Watson, le plus grand risque aurait été de laisser la symphonie mortelle de Weber se poursuivre sans être contestée. En montant l'escalier menant à ma chambre, je me suis déjà mis à penser au récit que j'allais faire de cette affaire remarquable. Les journaux s'étaient concentrés sur les aspects sensationnels, les meurtres impossibles, les boîtes à musique meurtrières, la capture spectaculaire du tueur. Mais j'allais raconter la véritable histoire, le génie méthodique de Holmes, le courage de Lady Thornfield et de l'inspecteur Bradshaw, et le triomphe ultime de la raison sur la folie. Les meurtres de la boîte à musique étaient terminés. La symphonie meurtrière d'Heinrich Weber avait joué sa dernière note, et Londres pouvait à nouveau dormir tranquille. Et au matin, Holmes et moi allions assister à l'opéra, où la musique retrouverait sa véritable fonction, non pas comme arme de destruction,
mais comme célébration de la noblesse et de la beauté de l'esprit humain. L'affaire était close, mais la musique, la vraie musique, continuerait à jouer pour toujours. La fin note de l'auteur. Le cas d'Heinrich Weber et de ses instruments de musique meurtriers est l'un des plus insolites de notre longue collaboration. Si les méthodes employées étaient fantastiques, les principes sous-jacents de la manipulation acoustique reposent sur une véritable théorie scientifique. J'ai pris la liberté d'omettre certains détails techniques de ce récit, de peur qu'ils ne servent d'inspiration à ceux qui chercheraient à imiter les crimes de Weber. Que le lecteur soit assuré que tous les instruments de Weber ont bel et bien été détruits, et que le savoir qu'il possédait s'est éteint avec lui dans les murs de Broadmoor. Quant aux propriétés curatives de la pièce de Martinitz, les recherches se poursuivent sous la supervision attentive du docteur Blackwood et du British Museum, même si les progrès sont nécessairement lents et prudents. Je reste comme toujours, admiratif des capacités extraordinaires de mon ami et reconnaissant de l'opportunité qui m'est donnée de relater un autre chapitre de la remarquable carrière de M. Sherlock Holmes. John H. Watson, M.D. Baker Street, Londres, novembre 1895.